2, France Maghreb 2. Au sommaire de ce grand forum pour ce lundi 1er octobre, programme chargé avec dans quelques minutes les premiers mots de Salah Hamouri depuis la Palestine, 24 heures après sa libération. On sera en ligne également avec son épouse Elsa Lefort qui s'est battue courageusement et ce depuis 13 mois. La consultation des musulmans, les résultats sont tombés hier, c'était à l'Institut du monde arabe. Nous serons dans l'invité de l'entretien du LGF avec Faiza Ben Mohamed qui sera notre invité sur France Maghreb 2. La question du jour, trouvez-vous que la photo d'Emmanuel Macron à Saint-Martin porte une atteinte à l'image du président de la République française? Vous répondez oui ou non sur Facebook ou sur Twitter, LGF officiel, et dans quelques minutes en nous appelant au 01 40 33 9000. Et avec nous aujourd'hui en ce lundi, Hanan Zawani, comment va-t-elle? Bonjour cher Christophe, bonjour à tous chers auditeurs et auditrices. Et tu seras Ça accompagné, va, très bien. Tu as répondu à ma question. Oui, ça va très bien. Oui. Et toi? Ça va très bien, on démarre le mois d'octobre en grande forme et tout à fait ravi. Exactement, avec notre invité, je le disais donc à 17h, Faiza Ben Mohamed. On est ravis de l'accueillir dans nos studios tout à l'heure pour parler de la consultation des musulmans qui s'est déroulée hier pour ce qui est des résultats évidemment attendus. Très intéressant, un futur qui est prometteur et une ouverture, j'allais dire, pour cette communauté qui en avait bien besoin. Donc on espère que ça va donner. On lui posera quand même quelques petites questions parce qu'on en a toujours à se poser des questions. Elle y répondra évidemment si vous en avez vous aussi. 01 40 33 9000. Elle sera avec nous dans quelques minutes aussi, chère Hanan. Ça nous fait bien plaisir aussi. Comme quoi aujourd'hui c'est le lundi des belles rencontres. C'est Besma Maghrebi, maître Maghrebi, qui sera avec nous dans quelques minutes sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus. Vous êtes bien à l'écoute de France Maghreb 2 dans la meilleure émission évidemment. Ça se passe ici de 16h à 18h. C'est le LGF sur France Maghreb 2. C'était à la une. Nous sommes le 1er octobre. C'était à la une du 1er octobre en 1791 en France. Première séance de l'Assemblée législative. En 1949, proclamation à Pékin de la République populaire de Chine. 1958, création de la NASA. 1960, indépendance du Nigeria. 1985, un 1er octobre, raid de l'aviation israélienne sur le QG de l'OLP à Tunis. Bilan 60 morts. 1998, l'actrice française Jeanne Moreau reçoit un Oscar pour l'ensemble de sa carrière. 1er octobre 1967 avec La Couleur qui arrivait sur les écrans de télévision français. À 14h15 précisément, la télévision en couleur fait ses débuts officiels en France. Le premier reportage diffusé pour cette inauguration est réalisé par Alexandre Tartin et commenté par Pierre Tcharnia. Il montre un largage de parachutistes. Le procédé SECAM, séquentiel couleur à mémoire, dû à l'inventeur Henri de France, fut présenté officiellement en 1959. Aux États-Unis, les premières émissions de télévision couleur étaient diffusées depuis 1954. En Europe, c'est l'Allemagne de l'Ouest qui avait ouvert la voie à partir du mois d'août. Et lorsque la couleur est mise en service en France, seuls 1500 téléviseurs couleur sont en service. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec aujourd'hui Hanan Zawani qui est avec nous, avec Besma Maghrebi aussi, et ça fait bien plaisir. Et à 17h, notre invité, l'entretien du LGF, comme tous les lundis, une personnalité qui répond aux questions du LGF, des auditeurs et des auditrices, à savoir Faiza Ben Mohamed. On parlera de la consultation des musulmans dont les résultats ont été communiqués, annoncés hier en grande pompe à l'Institut du monde arabe. C'était d'ailleurs retransmis sur les réseaux sociaux. On a partagé ça sur la page Facebook France Maghreb 2. Et il y avait quand même pas mal de monde. J'ai vu 30 000 spectateurs, un truc comme ça, à un moment quoi. Certainement plus. En tout cas, ça, on voit que ça suscite un intérêt. Et il était normal évidemment qu'on en parle. C'est ce qu'on va faire donc tout à l'heure avec Faiza Ben Mohamed qui sera notre invité. 17h, soyez là au rendez-vous. Alors Besma et Hanan, on va parler de Salah Hamouri puisqu'on a appris hier la libération de Salah Hamouri, ce franco-palestinien, avocat franco-palestinien qui a été arrêté donc en 2017. Il a passé 13 mois dans les prisons israéliennes. Alors vous connaissez l'adage, sans aucune évidemment inculpation ou réelle, en tout cas il y avait une réelle volonté de le mettre en prison. C'est ce qu'ils ont fait pendant 13 mois et donc la décision est tombée hier de le libérer. Nous sommes avec son épouse Elsa Lefort. Bonjour Elsa. Bonjour. Bonjour Elsa. Bienvenue sur France Maghreb 2 Elsa. Alors première question, j'allais dire banale, classique. Quelle a été ta première réaction lorsque tu as appris la libération de ton mari? La joie bien sûr, très contente, le soulagement parce que
parce que voilà, avec le principe de la détention administrative, on est tout le temps dans l'attente et on n'a aucune certitude en fait sur la date effective de sortie. Donc voilà, donc on savait qu'il devait y avoir il y avait une échéance hier, mais on n'avait pas du tout de moyen de jauger, savoir si c'était positif ou négatif, et voilà. Donc ça a été un long combat, en tout cas Elsa, prête ton téléphone parce qu'on t'entend assez mal. Ça a été un long combat durant 13 mois entre joie mais souvent peine lorsqu'on les décisions tombaient sans aucune d'ailleurs explication. C'est un petit peu d'ailleurs le principe et ce qui caractérise cette soi-disant démocratie du Moyen-Orient. Quoi qu'il en soit, donc c'est de la peine, beaucoup de tristesse qui vous a accompagné, je dis vous, parce que il y a toi, il y a tout le collectif derrière, il y a les parents de Salah et il y a toute la famille, donc qui évidemment était pris dans ce combat d'essayer d'obtenir la liberté de Salah Hamouri. Oui, c'est en fait le principe de la détention administrative, elle est utilisée pour tenter de briser en premier lieu les personnes qui sont arrêtées. Ils sont actuellement 450 Palestiniens et Palestiniennes incarcérés sous ce régime, mais en fait du coup par ricochet ça touche aussi toute la famille, parce que voilà, donc en fait déjà c'est que cette menace de la détention administrative, elle pèse sur tous les Palestiniens et toutes les Palestiniennes, dès qu'Israël veut stopper voilà quelqu'un qui, je sais pas, voilà, qui comme Salah défend les prisonniers politiques, et ils ont besoin de rien, donc il n'y a pas besoin d'avoir des mètres de charge ni d'avoir de preuves, donc voilà, il suffit juste de les incarcérer. En fait, c'est l'équivalent de notre garde à vue, sauf que ça dure 6 mois, et puis en fait tous les 6 mois ça peut être renouvelé. Donc voilà, donc c'est un moyen de pression déjà sur toute la société, parce que tout le monde peut se faire arrêter et incarcérer, et puis c'est un moyen aussi de pression sur les familles, parce que voilà, vous êtes dans l'attente, votre nature vous pousse à espérer que à chaque fois la peine s'achève, et puis voilà, vous tombez de haut quand c'est renouvelé, quoi. Et il y a des gens qui passent comme ça des années en détention, et du coup à chaque fin de peine ils se préparent. Ils se disent tiens, je vais sortir, je vais retrouver ma famille, et puis ils en reprennent pour 2, 3 ou 6 mois, et voilà, et la famille avec, quoi, parce que du coup ça incarcère pas que les gens qui sont derrière les barreaux, mais toute une famille et des amis, voilà, qui sont pris dans cet étau. Elsa, est-ce qu'on sait si la diplomatie française, qui a dans cette affaire été quand même un petit peu critiquée, et pour cause, est-ce qu'on peut dire que elle a peut-être agi en toute discrétion ou pas du tout? Si elle agit, c'est sûr que c'est en toute discrétion, parce que en 13 mois, le président n'a jamais cru bon de parler publiquement de Salah. Moi, j'ai fait plusieurs demandes d'audience auprès du président. Alors, en juillet, l'Élysée m'a proposé un rendez-vous avec le président. Voilà, c'était une proposition pour fin août, et soudainement en août, ce rendez-vous était annulé, sans plus d'explications. Voilà, donc alors que moi j'estimais que c'était quand même un signe fort qui était envoyé aux Israéliens, aussi un signe fort qui était envoyé à Salah, qui se disent que la France le considérait comme un citoyen à part entière, et que la France faisait tout pour obtenir sa libération. Voilà, donc tout a été fait en catimini, et vendredi, il y a 3 jours, moi les contacts qu'on avait avec l'Élysée, c'était voilà, on leur a demandé, donc maintenant on est à 48 heures, on en a marre d'attendre, c'est insoutenable, est-ce que vous avez quelque chose, des indications? Et vendredi, l'Élysée n'était pas en mesure de nous dire quelle était la tendance, quoi. Donc nous disent qu'ils ont agi, mais apparemment c'était vraiment très très discret, et sûrement pas assez fermement. La preuve en est que 48 heures avant, les diplomates ne voulaient pas s'engager auprès de la famille avec des affirmations, sûrement parce que soit ils n'avaient pas les réponses, soit ils savent très bien que
Israël fait bien ce qu'il veut. Voilà, donc. Ce qu'il faut retenir, Elsa, c'est que vous aviez rendez-vous donc avec le président fin août et que ce rendez-vous a été soudainement annulé. Voilà, à chacun après de se faire sa propre opinion concernant évidemment la diplomatie française, qui a été extrêmement discrète, pour ne pas dire autre chose dans cette affaire, ma chère Elsa. Et maintenant, Elsa, nous avons une petite surprise pour toi, puisque nous sommes en ligne depuis la Palestine avec Salah Hamouri. Bonsoir Salah. Bonsoir, bonjour, excusez-moi. Ça fait du bien de vous entendre, Salah, après 13 mois que vous avez passé dans les prisons israéliennes. Quelle a été votre première impression en sortant? L'impression que de retrouver la liberté, c'est un sentiment qu'on peut pas décrire avec des mots. Tu retrouves ta liberté. De retrouver la liberté, c'est de revivre encore une fois, parce que les prisons, c'est un endroit qui se fait pour tuer les êtres humains. Alors, tu te sens que t'es né de nouveau, quoi. Salah, est-ce qu'on peut peut-être essayer, au travers de vos mots, expliquer aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent cet après-midi, quelle est la réalité dans les geôles israéliennes? La situation dans les prisons israéliennes, elle est assez difficile. Les prisons israéliennes sont faites pour les êtres humains palestiniens. Et les circonstances qui sont assez difficiles. Les Israéliens, ils essaient tout pour nous isoler collectivement, pour essayer de briser notre volonté et surtout de briser la volonté de notre niveau d'esprit. Alors, ils nous isolent collectivement. Les enfants aussi subissent des circonstances très difficiles, les femmes, les anciens prisonniers aussi. Salah, est-ce que aujourd'hui, je veux dire, votre liberté est quelque part un peu incomplète, et je suppose que vous avez une grosse pensée à tous ceux que vous avez laissés là-bas? Ouais, quand je sors de la prison, je quitte les camarades, je quitte mes amis que je connais depuis de longues années. Ça laisse un peu de tristesse dans moi de savoir que ces gens aussi, ils vont encore subir de ces circonstances, et que leur famille, ils vont être loin aussi de leur famille. Alors, à chaque fois que je suis dit, je souhaite aussi à tous les camarades qui se quittent derrière moi. Salah, qu'est-ce qui va se passer pour vous maintenant? Vous allez revenir en France dans combien de temps? Alors moi, la première chose que je vais essayer de faire, bien sûr, c'est de voir ma femme et mon enfant en France, mais surtout le combat, c'est de les faire retourner vivre à Jérusalem avec moi, parce que le seul but de leur expulser en France, c'est de m'obliger à sortir de Palestine et de vivre en France. Alors moi, je vais faire ce que je peux pour qu'ils retournent vivre en Palestine avec moi en famille. Et dès que vous venez évidemment en France, cher Salah, notre studio vous est grand ouvert, parce que ici, les auditrices, auditeurs, tous ceux qui se sont battus pour obtenir votre libération, ont fait tout ce qu'ils ont pu, et c'est enfin, je veux dire, arrivé. Espérons aussi pour tous les autres, pour qui on a évidemment une grosse pensée. Elle est avec nous en ligne, Elsa Lefort, votre épouse. Qu'est-ce que vous avez à lui dire en direct là? Elsa, il n'y a pas un mot pour décrire, pour dire, il n'y a pas un mot qui justifie tout ça, parce que ce qu'elle a fait, ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait avant, ce qu'elle fait aujourd'hui, pour moi et pour la lutte et pour les prisonniers, c'est une valeur humaine et immense qu'elle nous donne, parce qu'elle me donne la force de rester debout et de dire que c'est elle, en fait, qui garde ma boussole indiquée vers la liberté toujours. Ouais. Et votre fils, évidemment, que vous êtes, je suppose, pressé de revoir. Ah oui, ça c'est l'amour de vie. Hein. Il faut bien le voir, il faut être en famille, le voir, pouvoir parler, pouvoir discuter, le reconnaître de nouveau. Ça, c'est notre humanité qu'elle nous pousse à résister, mais aussi nous pousse à rester humain. Et c'est ce que les Israéliens, ils veulent nous essayer de enlever, quoi. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, cher Salah, pour la suite?
Bah, je souhaitais à moi personnellement, Oui. je veux juste revoir ma famille à Jérusalem, mais sinon, je veux juste aussi la liberté pour mon peuple. Et un dernier petit mot, Salah, pardon. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditrices et aux auditeurs pour justement continuer à militer de manière intelligente aujourd'hui pour cette cause du peuple palestinien? Comment peut-on faire ici, nous, en France? Je pense que le travail qui a été fait en France pour obtenir ma libération et la libération des prisonniers politiques, c'est un travail immense. C'est un modèle c'est un modèle de solidarité internationale idéal pour l'état de l'occupation. Alors je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord à une stratégie et qu'on continue cette solidarité, parce que vous pouvez pas imaginer à quel niveau cette solidarité elle est efficace pour nous et pour notre lutte, pour notre peuple et pour notre lutte. Merci beaucoup, Salah Hamouri, et ravi de tous les auditrices et auditeurs qui nous écoutent de votre libération, et espérons bien sûr prochainement la libération de tous ceux que vous avez laissés évidemment dans les prisons. On a hâte de vous voir ici dans nos studios, cher Salah. J'espère au plus vite. Merci beaucoup, Salah Hamouri. À bientôt. Petite réaction, Madame Lefort. Oui, je suis très émue par ce qu'il dit, et je pense que je suis sa boussole, lui aussi. C'est vrai que malgré cette distance, malgré le fait que ça fait maintenant depuis juin 2017 qu'on ne s'est pas vu, je pense qu'on a quand même il y a une force qu'on se donne mutuellement et qui nous aide à affronter ce qui est difficile, ce qui nous a imposé pour des raisons politiques et qui du coup est difficile d'un point de vue personnel et humain. On sait qu'on peut compter l'un sur l'autre et ça nous aide aussi à surmonter ça et à se dire que faut avancer, faut rien lâcher, et même si ça peut créer des blessures personnelles, mais on a des convictions et on sait qu'on peut compter l'un sur l'autre, et je pense que ce qu'il a dit, je pourrais dire ça de lui aussi, donc c'est formidable. On sent de l'amour en tout cas. Hanan, Besma, vous êtes des femmes vous aussi. Elsa qui a effectivement pas vu son mari depuis juin 2017. Elle s'occupe de son fils, de leur fils, que lui non plus n'a pas vu depuis juin 2017. Vous pouvez imaginer ce qu'elle peut ressentir? On la salue déjà, on salue son engagement aux côtés des prisonniers palestiniens, parce que aujourd'hui Salah Hamouri est libéré. La nouvelle est extraordinaire. Hier, on s'en est tous émus. On sait par ailleurs que il reste encore beaucoup de prisonniers politiques en Israël. Donc on la salue pour son engagement, pour cette cause qui est de dire que oui, des hommes et des femmes, parce qu'ils sont militants pro-palestiniens, parce qu'ils dénoncent le sionisme, parce qu'ils dénoncent un État totalitaire, un État d'apartheid en réalité, sont emprisonnés. Donc aujourd'hui, le combat de Salah Hamouri, c'est devenu le combat de sa femme en réalité. Donc on la salue, on la remercie pour tous les efforts qu'elle fait, et en tant que femme, à titre personnel, évidemment qu'on est ému pour elle, et on souhaite un prompt retour à Salah Hamouri auprès des siens. Voilà. Besma? Merci beaucoup. Oui, forcément, on peut être que touché et ému par son combat. C'est elle s'est retrouvée dans une situation qui est pas du tout évidente à vivre. Maintenant, il mène un combat qui est extrêmement important, et je pense que cette libération est un premier pas vers la réussite de leur combat, et je pense qu'il faut pas abandonner, il faut vraiment continuer de façon à ce que toutes les autres personnes qui sont encore détenues là-bas puissent également trouver la liberté un jour. On se souvient, cher Christophe, je sais pas, on en avait parlé lors de l'émission, des deux prisonniers politiques. On n'en est pas au premier emprisonnement de Salah Hamouri, rappelons-le à nos auditeurs, qui, quand ils l'ont vu rejoindre encore une fois les geôles israéliennes, ils lui ont dit, enfin, on va parler de nous.
Ouais, Voilà. ouais, effectivement. Donc d'où la nécessité d'avoir des personnalités leaders ou pas, on les appellera comme on veut, en tout cas des personnalités importantes, médiatiques, inspirantes, qui portent ce combat. Et je redis, la femme de Salah Hamouri aujourd'hui est à la tête de son combat, peut-être encore plus que son mari en réalité. Waouh, que des belles phrases, que Oui. des bons mots, ma chère Elsa. Hein. Que de responsabilité, non, mais c'est vrai que quand il est retourné en prison, ses co-détenus lui ont dit super, on va reparler de nous en France maintenant que t'es là, et voilà, et du coup on continuera comme il avait fait déjà quand il était sorti en 2011. Il était venu en France et à chaque fois qu'il pouvait, il parlait des conditions de détention. Et du coup, on va continuer de parler de toutes et tous et de dénoncer tout ce qui se passe et tout cet arbitraire et cette injustice qui s'abat sur tout un peuple. En tout cas, on ne lâche rien et c'est un petit peu votre devise à toute la famille, ne rien lâcher, et on continue évidemment de vous suivre de très près, à être derrière vous. Faut toujours rester vigilant, c'est très très important. Et on vous souhaite donc que du bonheur, ma chère Elsa, de retrouver votre mari avec votre fils, que vous fondiez enfin cette famille en toute liberté et tranquillité, avec cet espoir de Salah qui est aussi le vôtre, de retourner vivre à Jérusalem, dont je le rappelle, vous avez été expulsé. Vous n'avez plus le droit jusqu'alors d'y aller. Oui. Donc en espérant donc que toute cette petite famille puisse se retrouver dans cette belle ville de Jérusalem. Encore bravo et toutes nos félicitations, Elsa. Et puis à très vite et bravo, grand bravo. Merci et merci. Je voulais aussi vous remercier d'avoir donné la voix, de m'avoir donné la parole pendant ces 13 mois et d'avoir parlé de Salah régulièrement et de lui donner la parole maintenant. Je sais que vous allez sûrement me répondre que vous ne faites que votre métier, mais il faut voir que tous vos frères ne font pas leur métier comme vous le faites, et que il y en a beaucoup qui n'ont pas parlé de Salah pendant ces 13 mois. Là, il y en a pas mal qui sont réunis avec cette libération, mais pendant 13 mois, vous étiez très peu à parler de ça et à dénoncer cette détention. Donc, je voulais vraiment vous remercier une nouvelle fois et promis, dès que Salah vient, on viendra dans vos locaux pour fêter ça tous ensemble et pour continuer de parler et continuer le combat. La porte vous est grande ouverte, ma chère Elsa. Merci beaucoup et à très vite. Merci. Et un gros bisou à votre fiston aussi, qui doit être ravi aussi d'avoir vu son papa par les réseaux, par Skype et compagnie. Hein. Oui, par Skype, ouais, ravi, c'est sûr. Merci Elsa, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà. Moment d'émotion quand même, Oui. Imaginez, pour cette femme qui s'est battue vraiment à corps perdu avec son papa. Avec c'est un combat familial, voilà, ouais, c'est ça. On a beaucoup vu son papa présent sur les réseaux sociaux. Oui, incroyable. Ouais. Bon, alors difficile d'enchaîner, mais il faut pourtant le faire. La question du jour, ma chère Hanan, aujourd'hui, c'est à propos d'une photo. Qui crée la polémique sur les réseaux sociaux et au-delà même dans la classe politique française et dans les médias. C'est une photo, on y voit le président de la République, Emmanuel Macron, lors de son passage aux Antilles et plus particulièrement à Saint-Martin. On le voit effectivement à côté donc de deux jeunes qui sont d'ailleurs torse nu. L'un d'entre eux fait un doigt d'honneur et le président de la République qui sermonne un petit peu le jeune homme en disant ça y est, c'est fini les bêtises, t'arrêtes les braquages, maintenant faut travailler, etc., etc. La question que l'on se pose, est-ce que, selon vous, cela porte atteinte à l'image du président de la République française, ou est-ce que c'est lui-même d'ailleurs qui se porte atteinte tout seul? C'est une question qu'on peut aussi se poser. En tout cas, c'est la question qu'on vous a posée sur Facebook France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter LGF officiel. Et Hanan, je dois avouer que je suis assez surpris du résultat. Oui. Ils sont alors peut-être qu'il ferait bien d'aller voir les chiffres actualisés. Mais ils étaient, je crois, 56% à penser que oui, ça porte atteinte à l'image. Je m'attendais à un score plus large. Oui, alors sur Facebook, ça nous dit 54% de oui qui pensent que ça porte à atteinte contre 46% de non. Donc effectivement, l'écart n'est pas si important que ça. Et sur Twitter, il est un petit peu plus important, 67% de oui et 33% de non. Cher Christophe, oui, coup de gueule. Hanan. J'ai le droit.
Bien sûr, on a tous les droits dans cette émission. Il y en a marre des polémiques, Christophe. Il y en a marre des polémiques, chers auditeurs. Alors hier, je me souviens même plus en réalité de quelle polémique on a eu, parce qu'on en a 3 à 4 par semaine. Donc la nouvelle, effectivement, c'est de voir deux jeunes en fait, voilà, qui se prennent en photo. Alors d'où sort cette photo, on ne sait pas. On sait qu'elle a été relayée par Marine Le Pen en premier lieu, mais je veux dire, en quoi cette photo porterait atteinte en réalité à l'image du président ou à son rôle? C'est plus au niveau des gens qui travaillent au niveau de la communication de l'Élysée quand même, de voir des jeunes torse nu à côté, avec ce doigt d'honneur, apparemment il l'a même pas vu. Enfin, les gens qui s'occupent de la communication du président, je pense que là il y a un sérieux problème. On le sait que Macron, il est absolument, à partir du moment où il est lâché dans la nature, comme un enfant, il ne fait que des bêtises. Et on l'a d'ailleurs entendu. On l'a entendu d'ailleurs. La chanson de Sabine Paturel, il ne fait que des bêtises. Voilà, on l'a entendu s'exprimer sur les médias, s'excuser encore une fois, dire que c'était quelqu'un qui allait vers les gens, et que oui, effectivement, de temps en temps, il y a des dérapages. Moi, ce qui me consterne, par contre, Christophe, c'est qu'effectivement, on fait d'un non-événement un événement majeur, que les sujets d'actualité qui nous concernent ne vont pas être traités, en tout cas dans le fond, comme d'habitude. Emmanuel Macron, on le sait, d'un côté, il a cette image-là d'un président qui est très loin de ses concitoyens français. Donc quand par exemple il renvoie un jeune ou deux parce qu'on lui a dit Manu, ou quand il renvoie un salarié ou un chômeur, il lui demande de traverser la rue. Non, c'était l'histoire du costard aussi, il y avait eu. Voilà, donc d'un côté on a cet homme qui est absolument pas en phase avec les personnes, et en réalité dès qu'il s'essaye à ce jeu d'être un petit peu plus empathique, et ça donne ça. Voilà, bon, c'est consternant. Mais pour moi, je le répète, c'est un non-événement. Bon, très bien, on a bien compris. Vu ton soupir dès que j'ai parlé de ça. Besma, rapidement là-dessus, sur la question, si les auditeurs évidemment moi, en ce qui me concerne, je fais partie des 46% des personnes qui ne sont pas choquées par cette photo. Ah bon? Oui, moi ça me choque absolument pas. Et je pense qu'on ne doit pas le rendre responsable de tout ce qui circule, le concernant. Au contraire, moi je vais plutôt voir les côtés positifs de cette photo. Alors, ok, d'accord, il y a un doigt d'honneur, c'est pas bien. Maintenant, c'est pas lui qui le fait. Alors et puis il fait un pas en avant dans le sens où il essaye de se rapprocher d'une certaine catégorie de la population. On lui reproche d'être le président des riches, donc il essaye, comme disait Anan, de s'aventurer à essayer de montrer une autre image et de montrer autre chose. Donc quand il essaye de faire cet effort-là et de montrer qu'il est aussi le président du peuple, forcément on va essayer de chercher. Il fait que des bêtises pour toi? Non, pour moi il ne fait pas, fait pas que des bêtises, et non, moi cette photo ne me choque pas. Bon, très bien. Eh bien, c'est les auditeurs. LGF, le grand forum. Merci d'être avec nous avec Hanan Zawani qui est avec nous aujourd'hui, accompagné de Besma Maghrebi dans le LGF, et dans un instant notre invité en ce lundi 1er octobre, la première invitée du mois d'octobre, et j'espère que c'est pas sa dernière. On est ravis de la recevoir en tout cas pour parler de la consultation des musulmans. Dans un instant, Faiza Ben Mohamed, mais juste auparavant la consultation des musulmans, on va en parler dans un avis tranché signé Hanan Zawani. Jingle. Alors piétinez-moi, allez-y! Cette consultation que tu as suivie, cher Hanan. Oui, que j'ai suivie, à laquelle j'ai participé, et surtout j'étais hier au résultat à l'Institut du monde arabe. Alors le train est en marche, cher Christophe. La consultation des musulmans, organisée par le militant associatif Marwan Mohamed et un ensemble d'acteurs sociaux, resté anonyme jusque la présentation des résultats de cette consultation, devient les musulmans, et les femmes vont conduire ce train, cher Christophe. Tenez-le déjà pour acquis. À l'heure où le gouvernement, institution dite représentative et même député nous offre un spectacle
peu reluisant sur la question de l'organisation de l'islam de France, les musulmans en action, entendez par là le groupe de travail encadré notamment par Faiza Ben Mohamed, Naziha et plusieurs autres femmes, loin de toutes ces fanfaronnades, déroule la feuille de route à suivre pour enfin mutualiser les compétences et les énergies des musulmans de France. Musulmans de France qui, précisons-le, sont loin d'être apathiques. En effet, combien sommes-nous à œuvrer ou à avoir œuvré pour améliorer la société qui nous a vu naître et grandir. Des plus jeunes aux plus anciens, femmes et hommes, nous sommes beaucoup. Alors à tous, sans exception, je dis merci. Des cadres associatifs aux ô combien nombreuses bénévoles de tout horizon, en passant par les militants et militantes politiques, antiracistes, etc., je vous dis merci. Nul esprit de victimisation chez ces musulmans et musulmanes en action. Les voyageurs qui ont lancé le train de la construction d'une nouvelle vision de l'organisation de l'islam en France sont depuis fort longtemps sur le quai. Oui, nous n'avons pas attendu, vous n'avez pas attendu pour vous mettre en ordre de bataille après le CFCM, après Abdel Chambi du CRI, Sami Deba du CSIF, Nizar Bourchada de Français musulmans ou encore Yasser Louati de Justice et Vérité pour tous, pour ne citer que les personnalités les plus connues et autres personnalités inspirantes. Alors chacun de notre côté, nous avons œuvré, parfois ensemble et par-delà toutes les régions de France. Chers auditeurs et auditrices, nous ne partons pas de rien. Prenons cette vérité qu'on veut à tout prix nous nier en nous objectant la fameuse théorie de la victimisation. LOL, j'ai envie de vous dire. Théorie qui, et nous en sommes conscients, n'a d'autre objectif que de 1. Délégitimer nos actions et 2. Invisibiliser notre présence en tant que communauté forte de la nation France. Alors il y a ceux qui décideront de monter dans ce nouveau train, d'apporter leur pierre à l'édifice. Il y a aussi les sceptiques qui le regardent passer, ou encore ceux qui pensent ou espèrent qu'il s'arrêtera avant d'atteindre la gare d'arrivée, pour reprendre les mots de Karima Berkouki, militante incontournable et appréciée de tous pour sa sagesse et son pragmatisme, loin de toute querelle. Alors quel va être notre plus grand défi? Nous battre contre l'État? Certainement pas. L'État a son rôle à jouer tant qu'il reste à sa stricte place, telle que le définit la loi de 1905 sur les questions d'organisation du culte. Alors non, notre plus grand défi va être d'abord et surtout notre vigilance collective pour interdire aux islamophobes et autres polémistes de tous bords de faire dérailler le train. Notre plus grand défi va être d'apprendre à travailler ensemble dans la confiance, dans la diversité des opinions et des compétences des communautés musulmanes françaises, diverses, variées et unies. Marwan Mohamed, hier, a osé dire à haute voix ce que tout le monde sait dans le monde militant. Les femmes sont le moteur des changements. Faisons leur confiance pour conduire ce train. Elles sauront relever le défi et tordre le cou de cette idée malsaine qui veut que les femmes musulmanes soient des femmes soumises. Alors pour celles et ceux qui souhaitent contribuer à cette initiative, rejoignez-la donc sur le site lesmusulmans.fr et gardez toujours votre liberté et votre droit à la critique constructive. Apportez à la consultation votre pierre bienveillante. Aidez-la à vous aider. Ensemble, on est plus fort. Merci Hanan pour cette petite avis bien tranché pour le coup concernant cette consultation des musulmans de France. C'est l'heure d'accueillir notre invité dans l'entretien. L'entretien du LGF pour ce lundi 1er octobre, ravi d'accueillir Faiza Ben Mohamed. Bonsoir Faiza. Bonsoir. Bienvenue sur France Maghreb 2. Alors on a commencé à en parler avec Hanan, donc cette consultation des musulmans. Faiza Ben Mohamed, c'est une militante, journaliste aussi, présidente de l'association Droit de Cité. Faiza, qu'est-ce qui t'a emmené jusque cette consultation musulmane? Comment est-ce qu'elle t'a séduite? J'ai beaucoup apprécié le caractère participatif, c'est-à-dire que les idées qui vont émerger de cette consultation et qui vont constituer les premières pierres et je dirais les premières graines qu'on a plantées, elles partent de la base. Et c'est la première fois qu'une initiative de représentation et de gestion du culte musulman part de la base des musulmans eux-mêmes. Alors, Faiza, pour ce qui est des résultats hier, ils sont assez... bon, j'allais dire pas, ils sont pas très étonnants dans le sens où 7% par exemple des personnes sondées, je crois que c'est 27 000 de personnes qui ont été sondées sur Internet où ils ont répondu à un questionnaire.
des questions qui n'étaient pas toujours bien formulées, mais en tout cas les questions étaient là. Et 27 000 personnes y ont répondu. Est-ce qu'on peut parler d'abord d'une certaine légitimité, 27 000 personnes sur à peu près 5 à 6 millions de musulmans en France? Alors, ce qu'il faut regarder en premier lieu, c'est ce qui a été fait avant. C'est la première fois qu'il y a une telle quantité de membres de la communauté musulmane qui sont consultés sur un projet qui les concerne. Ouais. Le plus grand nombre, ça a été sur une enquête, alors je me souviens plus du nom de l'institut qui l'avait mené, mais c'était 1200 personnes. Donc là, sur 1200 personnes, on arrive à nous sortir des chiffres, notamment l'Institut Montaigne qui nous sort des chiffres des fois complètement fous et on ne comprend pas trop bien sur quoi ils se basent. On leur donne toute la légitimité possible. Donc nous, on arrive avec 27 000 personnes. Alors certes, c'est une goutte d'eau sur 5 ou 6 millions de musulmans, voire plus. Mais pour l'instant, je considère qu'à l'échelle nationale, c'est l'initiative la plus représentative qui a été menée. D'accord. Alors, on y voit que dans cette consultation dont les résultats ont été connus hier, mais au-delà des résultats, je pense qu'il y avait quand même un autre message plus important hier, c'est que 7% des personnes interrogées ont une bonne image du CFCM, 7% seulement, mais 63% des gens disent vouloir une représentativité de la communauté musulmane pour que émerge, j'allais dire, un ou quelques leaders pour notamment une certaine représentativité dans les médias. C'est quoi? C'est vraiment un rejet total du CFCM? Je pense que le CFCM, et je crois pas me tromper là-dessus, il souffre d'un manque de légitimité. Quand vous êtes mis en place par le gouvernement français, les musulmans n'ont pas été consultés pour le CFCM. Alors c'est pas des attaques personnelles, encore une fois, il y a peut-être des bonnes volontés à l'intérieur, mais la structure, elle souffre d'un manque criant de légitimité. Ouais. Ils n'ont pas été présents à des moments où ils auraient dû l'être, ils n'ont pas communiqué sur des sujets sur lesquels ils auraient dû communiquer, et je crois que les communautés musulmanes ne leur pardonnent pas ça. Alors, Besma Maghrebi ici présent, Hanan Zawani bien entendu, qui vont vous interroger et poser les questions qu'il faut pour bien comprendre en tout cas la stratégie. J'en ai une petite là avant de laisser la parole à mes collègues. Finalement, quand on voit un petit peu cette consultation dont Marwan Muhammad était venu nous présenter ici même dans cette émission, je crois que c'était au mois de mai dernier si ma mémoire me fait pas défaut, quel est son but concret aujourd'hui? J'avoue personnellement ne pas saisir, j'allais dire, l'opportunité de cette initiative. Il y en a eu beaucoup des initiatives quand même dans cette communauté, de tentatives en tout cas de représentativité, d'organisation. En quoi celle-ci va réussir pour vous, Faiza? Moi, je reste persuadée que celle-ci va réussir avec toutes les bonnes volontés. Je considère que jusqu'à présent, il n'y a aucune initiative qui a été menée par la base et pour elle-même. C'est la première initiative, je dirais, populaire. Du coup, pour moi, elle est complètement légitime pour s'exprimer sur les sujets relatifs aux communautés musulmanes. Le but étant de réussir à organiser correctement le culte. Il y a beaucoup de sujets, la question du pèlerinage, la question de la zakat, la question de l'abattage rituel, les cimetières musulmans. Il y a énormément de sujets qui sont ressortis de cette consultation. Et je crois que une instance qui serait aujourd'hui parachutée par l'État et qui prendrait des décisions pour les musulmans sans les musulmans, prendrait des décisions contre les musulmans. Besma, peut-être une question à Faiza Ben Mohamed, ici présente, notre invitée aujourd'hui dans cet entretien de ce lundi 1er octobre, Besma. Question, ce serait pas vraiment une question, c'est surtout une observation. C'est vrai que j'ai été frappée de voir et agréablement surprise aussi, parce que je partage parfaitement cette position, de voir que le traitement médiatique est estimé injuste et déséquilibré pour 96,11%. Ah ouais, c'est un score sans appel, ça. Énorme. Ouais. Énorme. Donc peut-être avoir votre avis sur ce pourcentage, parce qu'il est il est vraiment il est éloquent. C'est 96,11%. En même temps, il est pas surprenant. Il est pas surprenant, ce chiffre. Non. Oui, mais il a au moins il est peut-être pas surprenant. Excusez-moi, mais au moins c'est les musulmans qui le disent. Ouais. Il est pas surprenant. C'est un des chiffres les plus criants de toute l'enquête d'ailleurs, parce que il traduit un malaise
je veux dire, ce que les gens nous disent à travers ce chiffre, c'est qu'ils ne se reconnaissent pas quand ils voient ce que sont, comment sont dépeintes les communautés musulmanes à travers les médias, essentiellement sur des grandes chaînes. En plus, je veux dire, c'est des médias qui ont pignon sur rue. Ils se reconnaissent pas dans la manière dont ils sont dépeints. 96%, c'est quand même pas rien. Je crois qu'il doit y avoir une introspection qui doit être faite pour pallier à ça. C'est quoi le problème? C'est un manque de représentativité dans les médias, des personnalités qui... alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des musulmans, à longueur de journée, j'ai envie de dire, à longueur de plateau, à longueur d'année, que ce soit à la télé ou à la radio. C'est les personnes qui sont... les vraies personnes qui sont pas invitées, selon le retour que vous avez de cette consultation. En fait, il y a deux choses. Il faut distinguer le fait que la parole des musulmans soit confisquée, et que les médias mainstream invitent principalement des interlocuteurs qui choisissent eux-mêmes et qui du coup n'ont aucune légitimité. Je veux dire, pour moi, quand on invite un Hassan Chalgoumi, l'imam de Drancy, pour venir s'exprimer au nom des communautés musulmanes, je sais pas en vertu de quel mandat il fait ça, mais on peut pas aujourd'hui imposer un interlocuteur et un représentant illégitime et qui en plus leur porte carrément préjudice. Alors il y a cette partie-là, et il y a aussi le fait qu'aujourd'hui les communautés musulmanes ne sont médiatisées que quand elles sont construites comme étant un problème. On les médiatise sur des polémiques sur le burkini, sur des polémiques sur le voile, sur des polémiques sur le halal à l'école et sur le terrorisme. Est-ce qu'il y a peut-être, Hanan, avant de te laisser la parole, est-ce qu'il y a une volonté aussi dans cette consultation? Alors, j'ai vu, pour bien résumer, que la volonté à venir, c'est donc d'ouvrir une plateforme en ligne où chacune et chacun vont pouvoir aller proposer des choses à faire, à construire, des initiatives à proposer. Vous incitez d'ailleurs des associations, mais aussi des personnes, j'allais dire, du commun, à s'investir, à proposer des sujets. Est-ce qu'il y a de prévu peut-être une chose très importante, qui est à mon sens peut-être la plus importante, à savoir ne plus rien laisser passer, des propos islamophobes? Je renvoie les auditrices et auditeurs à la dernière prestation sur CNews d'une certaine Zineb El-Zraoui, qui n'hésite pas, en toute tranquillité, à dire que le voile renvoie au terrorisme. C'est un appel au terrorisme, du burkini au voile, en passant par la polygamie. On en a eu à toutes les sauces. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, Faiza, il faut dire ça suffit? Alors Faiza ou Hanan? Faiza, la question d'abord par rapport à ça, et puis après Hanan, bien entendu, pour la suite. Alors moi, je reste persuadée que sur des propos comme ceux que vous venez de citer, notamment qui ont été tenus sur CNews, c'est des choses qui sont récurrentes. Et je crois qu'il faut pas forcément répondre à ça à la télé ou aller sur Twitter pour aller crier au scandale. Je crois que systématiquement, il faut traîner ces personnes en justice, les faire condamner et montrer ces condamnations. À un moment donné, il faut arrêter cette parole islamophobe qui est complètement libérée et qui est légitimée par de nombreux médias. Il faut que ces personnes soient sanctionnées. Et aujourd'hui, malheureusement, alors soit faute de temps, des fois, on laisse passer, on s'insurge, mais on fait pas grand-chose. Et je pense qu'il faut vraiment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ne rien laisser passer. Et vous avez ici d'ailleurs une avocate ici présente qui peut confirmer qu'il y a des choses à faire. Je suis vraiment entièrement d'accord avec ce qu'elle vient de dire, et c'est surtout le principal problème qu'on rencontre aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de discuter avec une personne qui travaille au CSA et qui m'expliquait que donc je lui disais mais pourquoi lorsqu'il y a des propos qui sont contre l'islam, contre les musulmans, des propos qui sont assez choquants, il n'y a pas d'actions qui sont menées, il n'y a pas de sanctions, ça n'aboutit absolument à rien. Et sa réponse a été très claire, elle a été très simple. Elle m'a dit mais c'est tout simplement parce que nous n'avons pas de plaintes, et que si nous avions autant de plaintes qu'on a pour les autres communautés ou pour d'autres situations, eh bien évidemment qu'on agirait et bien évidemment qu'on sanctionnerait. Donc c'est à la communauté musulmane, et c'est aux musulmans, et c'est à toute personne qui s'estime être ou qui se sent choquée par des propos qu'elle pourrait entendre dans les médias, d'agir et de réagir, et de pas attendre que ce soit toujours l'autre qui agisse. Vous êtes choqué, vous allez sur internet, vous allez sur le site du CSA et vous dénoncez ce qui vous a choqué, vous faites part de votre opinion, parce que votre parole elle peut avoir du poids, mais à condition que vous l'exprimiez. Et le problème c'est qu'il l'exprime pas suffisamment, il l'exprime pas du tout en ce moment. Donc c'est vrai, par exemple par rapport à ce qui s'est passé pour Zineb, j'ai entendu les propos qu'elle a tenus. Je suis sûre que c'est extrêmement violent. Et si on se rapproche du CSA pour savoir le nombre de plaintes qu'ils ont eu à la suite de cette émission, je pense pas que ça vole très haut. Hanan, on est d'accord, hein? Alors on est tout à fait d'accord, hein, c'est un sujet
on parle souvent de ce sujet à la radio, la discrimination dans les médias. Donc j'en profite pour parler du CDF, donc Citoyens contre les discriminations dans les médias. Donc il y a une initiative citoyenne portée par des citoyens pour justement changer le visage de la télé, et que plutôt que d'avoir des polémistes toujours les mêmes, hein, on les connaît entre les Charlotte, les Eric, etc. On voit toujours les mêmes à la télé. Les Charlotte ou les Charlie ça les dépend Charlotte de ou l'époque. les Charlie, peu importe, mais Charlotte F. Voilà, bref. Donc c'est d'avoir en réalité des paysages médiatiques qui nous ressemblent. Alors moi, une question que je souhaiterais poser à Faiza, donc suite justement aux résultats de... Tu y étais hier. Oui, tout L'Institut à du fait. monde arabe. Voilà. Marwan Suite- Mohamed qui était bien habillé d'ailleurs, hein, costard et tout. Hein. Alors oui, l'article de Libération l'a repris. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, vous pouvez aller lire cet article sur Libération, où effectivement, alors peut-être que la journaliste est tombée sous le charme de Marwan Mohamed. En tout cas, elle nous a détaillé sa tenue du bouton de manchette à la chemise. Oui. Mais par contre, cet article, moi, je le trouve absolument pas flatteur, dans le sens où il met en avant essentiellement Marwan Mohamed, alors que moi, lors de cette consultation et hier à l'Institut du monde arabe, j'ai vu un groupe, j'ai vu un collectif, j'ai vu des personnes dans le public, des responsables associatifs, des médecins, des docteurs, des mères de famille, peu importe, des hommes et des femmes qui sont prêts à s'investir et qui s'investissent déjà sur le terrain. C'est parce qu'il est à la tête de l'initiative peut-être, Faiza, non? Alors il est à la tête de l'initiative, oui, mais il n'est pas à la tête de la plateforme. C'est-à-dire qu'il faut dissocier les deux. Il est initiateur de la consultation, mais Marwan Mohamed a aujourd'hui le même statut au sein de cette plateforme que n'importe quel autre membre du comité de pilotage. On travaille tous ensemble, il n'y a pas de hiérarchie. Oui. Alors ma question, chère Faiza, donc il y a eu un questionnaire, donc des oui, des non et puis des réponses ouvertes. Un des résultats pour moi les plus marquants, donc concerne justement les priorités d'une instance de représentation et d'organisation du culte. Et très étonnamment, les premiers résultats sont effectivement cette volonté qu'il y ait une représentation des musulmans dans les médias. Donc 77% des sondés ont parlé de leur souhait d'avoir une meilleure représentation des musulmans dans les médias. La lutte contre l'islamophobie également à 72%, et enseigner l'islam à nos enfants, à nous-mêmes, et surtout en réalité enseigner l'islam et les valeurs de l'islam à nos concitoyens. Donc sur ces 3 points, on voit que c'est des questions en réalité qui sont éminemment politiques et qui sont très loin des questions d'organisation d'ordre communautaire, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on organise le pèlerinage, les questions de zakat, de rites funéraires. Et surprise à la consultation, donc en tout cas au résultat de la consultation hier, cette question, en tout cas cet aspect politique, il a été mis en avant par une sociologue Fatiha, et par ailleurs il a été totalement évacué, notamment par Marwan Mohamed, quand on a eu Fatima Kemilat qui justement lui a posé la question du prisme politique de nos actions. Donc aujourd'hui, chère Faiza, les musulmans en tant que instance, donc pas représentative, mais en tout cas en tant que collectif et groupement de citoyens qui souhaitent se mettre en place et œuvrer ensemble, est-ce que c'est politique? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ces citoyens-là souhaitent traiter des questions politiques sans que ce soit forcément perçu comme un gros mot? Et j'y rajouterais, est-ce que l'islam et politique fait bon ménage? Alors, je vais répondre en 2 temps. Oui. Parce que c'est un sujet hyper sensible, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. La plateforme Les Musulmans n'a pas vocation à faire de la politique. Qu'on soit bien clair là-dessus. On est là pour essayer de réorganiser le culte musulman de la meilleure des façons pour les musulmans, par les musulmans. On fera pas de politique, on laisse ça à ceux qui sont compétents pour le faire, et je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Après, l'islam en France est un sujet politique. C'est-à-dire que le sujet a été confisqué par les politiques qui sont en train de s'approprier la réorganisation de l'islam de France, qui ne leur incombe pas normalement. Mais pourquoi, Faiza? Parce que moi je pense que c'est
principalement lié à l'actualité sur ces 3-4 dernières années, essentiellement par rapport au terrorisme, où on veut vraiment contrôler, vérifier, traquer sur un système de suspicion le culte musulman. Oui. D'accord. Alors pour la suite et pour la question précise posée par Hanan et sur ces résultats qu'elle vient d'évoquer. Les résultats, ils traduisent plusieurs choses et il faut vraiment lire les interprétations qu'il y a avec. C'est-à-dire que quand vous lisez, par exemple, et j'ai vu hier notamment sur les réseaux sociaux, on a eu quelques remarques comme ça où les gens nous disaient mais c'est bizarre quand même, les musulmans, ils ont répondu en premier que ce dont ils avaient besoin, c'est d'une instance qui les représente dans les médias. Pourquoi ils pensent aux médias et pas nécessairement au culte? Mais tout simplement parce que cette instance, quand on vous dit par exemple que la question de l'éducation islamique, elle arrive qu'en 3e position, alors que pour certains elle devrait arriver en premier, finalement, puisqu'on est là pour apprendre le culte et pour le réorganiser correctement. Mais en fait, tout simplement parce qu'ils considèrent que c'est pas à la plateforme nationale de le faire, mais aux mosquées localement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, ces résultats, il faut vraiment les lire avec l'interprétation qui a été faite par les sociologues. Oui. Alors, on va parler de plein d'autres sujets qui ont été abordés et rappeler quand même que cette consultation a un but précis. Faiza, tu me contredis si je me trompe, à savoir d'accueillir les initiatives de tout citoyen de confession musulmane, principalement on va dire, et également des associations, des mosquées, parce qu'il y a eu 27 000 effectivement personnes qui ont répondu à ce questionnaire, mais il y a eu quand même pas mal de mosquées qui ont été visitées par le staff de cette consultation, et des associations donc qui ont adhéré au projet. 160 déjà, dont énorme. Une association, et je tiens à le préciser, qui regroupe à elle seule 100 mosquées. Donc voilà, il y a quand même, on sent que il y a une envie, il y a un appétit important qui voudrait en tout cas qu'on essaie de s'en sortir, de s'organiser, d'espérer, et j'ai bien l'impression d'ailleurs que c'est peut-être d'ailleurs la dernière chose qui fait que peut-être que voilà, c'est l'emballement général. Mais quelques questions quand même perdurent, ma chère Faiza, et je te laisse le temps de la pub pour y réfléchir. Vous n'êtes pas... France Maghreb 2, France Maghreb 2. Suite de l'entretien du LGF sur France Maghreb 2 avec aujourd'hui pour m'accompagner et pour interroger Faiza Ben Mohamed qui est notre invité, Besma Maghrebi, ainsi que Hanan Zawani. Alors Faiza, première question toute simple. Quel est ton rôle au sein de cette consultation des musulmans ? Alors, je fais partie du comité de pilotage, mais je vais essentiellement m'occuper de tout ce qui est communication intracommunautaire, c'est-à-dire d'alimenter les contenus qu'il y aura sur notre plateforme internet. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut peut-être indiquer à nos auditrices et auditeurs le calendrier précis des choses, parce qu'il y a effectivement ces résultats qui sont tombés hier, qui ont été communiqués à l'Institut du Monde Arabe. Quel est le calendrier, quelle est la suite, parce que les gens, effectivement, au-delà de ces résultats, veulent en savoir davantage pour savoir comment tout cela s'organise. Alors, très simplement, hier on a dévoilé notre site internet, donc www.lesmusulmans.fr, donc un site sur lequel les musulmans qui souhaitent rejoindre la plateforme peuvent s'inscrire et peuvent proposer leur service, je dirais. On peut s'inscrire dans tel ou tel groupe de travail, donner sa compétence pour pouvoir mutualiser ensemble nos compétences, nos forces, et faire émerger des feuilles de route qui puissent aboutir sur un projet concret. Alors, de manière concrète, Faiza, donc moi demain je représente une association qui est en création ou qui est déjà existante. J'ai besoin de compétences. Je me rends donc sur le site internet, donc cette plateforme qui s'appelle lesmusulmans.fr. Qui est ouverte ou pas encore ? Qui est ouverte. Qui est ouverte, oui. Et donc, je peux d'une part poster mon projet et faire mon appel à compétences. Alors, ce que tu vas faire, si tu as besoin de t'inscrire et de proposer ta compétence pour notre plateforme, c'est que tu vas t'inscrire. Tu vas donc tu rentres, c'est un système basique de login, password. Tu peux nous envoyer un message pour nous expliquer que tu veux rejoindre la plateforme, soit simplement y adhérer, ou carrément participer aux opérations de terrain et rejoindre un groupe de travail. Par exemple, si demain, toi, Hanan, tu es compétente sur mon domaine, la communication.
tu peux nous envoyer un message en disant voilà, je suis chroniqueuse, j'aimerais bien rejoindre vos équipes pour fournir des contenus, écrire des articles. Ça y est, elle est en train de me débaucher ma chroniqueuse tranquillement. Voilà. Hein, ça se passe comme écoutez, ça chez vous. Pas le Nord, hein. Écoutez, on sait-on jamais s'il y a du temps à nous consacrer. Évidemment. Et on a lancé ça hier, donc on va se donner encore quelques jours pour répondre individuellement à tout le monde et orienter en fonction des thèmes de chacun, orienter vers le bon interlocuteur au sein de la plateforme. Et on va commencer à partir des suggestions qui sont faites par les internautes directement à créer nos feuilles de route sur les thématiques. Alors ça, c'est si je veux apporter mon aide, mais si je veux qu'on m'aide en fait, si je suis une association et que voilà, je travaille sur un projet, j'ai pas de compétences informatiques parce que j'ai pas assez de besoins, pas assez de moyens financiers. Donc là, en tant qu'association, on peut déjà s'inscrire sur la plateforme. Alors, les associations peuvent évidemment, oui, s'inscrire. Il y a déjà 160 associations qui sont déjà membres de la plateforme. Évidemment, si toi, Hanan, tu as une association, tu peux te connecter sur le site, adhérer à la plateforme Les Musulmans et nous demander ce dont tu as besoin. On a comme volonté de pouvoir, notamment il y a une des actions qu'on a énoncées hier, qui est de mutualiser un petit peu les alors je sais plus comment c'était formulé, mais par rapport à une centrale d'achat par exemple, les associations qui pourraient bénéficier d'un même fournisseur avec des tarifs, voilà. Donc après on voudrait travailler aussi sur la communication des associations. On peut les aider sur ça. On peut les aider sur la comptabilité, avoir quelque chose qui est uniformisé sur toutes nos structures adhérentes et faciliter leur gestion. Une société d'accompagnement finalement. Oui, on est dans la réorganisation du culte musulman et donc de son fonctionnement, oui. J'ai une question précise, moi, par rapport aux imams, à la formation des imams. 90% des imams adhèrent ou sont formés en Arabie Saoudite avec le dogme wahhabite. Quel sera le dogme que vous souhaitez que les imams adhèrent ici en France? Alors, qu'on soit clair sur cette question, il n'est pas question pour la plateforme Les Musulmans de créer une espèce de norme de formation des imams. Les imams aujourd'hui, c'est un sujet important. Hein. C'est un sujet hyper important, mais quelle est notre légitimité aujourd'hui pour dire l'islam en France, ça doit être ça? Il y a des interprétations, il y a des écoles différentes. Il faut accepter tout le monde dans sa diversité. On peut pas normer la formation des imams, c'est impossible. Parce qu'il n'y a pas un problème quand même d'imams qui viennent pour la plupart de l'étranger et qui sont pas formés ici. Et pourquoi il représenterait un problème? Je sais pas, parce qu'il représente justement une certaine vision, qui représente un certain courant, qui peut ne pas être, en adéquation avec ici, quoi, avec ce que recherchent les musulmans de France. Non, mais alors ce qu'il faut remettre clairement à sa place, c'est que ici la norme c'est la loi. Donc tant qu'un imam n'a pas prêché quelque chose qui est contraire à la loi, peu importe s'il vient du Maroc, d'Espagne, d'Arabie Saoudite, d'Angleterre, pour moi c'est la même chose. Il faut pas en finir avec l'islam consulaire, comme le disent d'ailleurs beaucoup, ainsi que le président de la République, qui souhaite lui en finir avec ça en tout cas. C'est pas la même chose. Ouais. On parle là l'islam consulaire et les imams qui viennent. Oui, mais c'est un peu lié quand même, Faiza, parce que les imams. C'est lié, mais c'est quand même une problématique qui est complètement différente. Moi, je suis contre l'islam consulaire. Je trouve pas du tout légitime que, au même titre que je conteste l'ingérence de l'État français dans les affaires de culte musulman, je conteste l'ingérence du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie ou de la Et aujourd'hui, ces résultats-là, c'est les musulmans eux-mêmes qui le disent quand on leur demande. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça d'ailleurs? Les instances, pour qui est-ce qu'elles doivent être présentes? La première réponse, c'est pour les musulmans. Ouais. Quand on demande, en fait, la question c'était à qui une instance représentative des musulmans doit-elle rendre des comptes en premier. Donc les participants à notre enquête ont répondu en premier lieu les musulmans eux-mêmes. Ouais. 73%. À 73%. Donc c'est quand même clair et net que ils veulent en finir avec les ingérences étatiques, peu importe d'où elles viennent. Donc formation des imams, c'est pas votre secteur. Vous en occupez pas? Alors moi non, c'est pas du tout mon secteur, donc je suis. Non mais cette consultation, en tout cas cette plateforme n'a pas pour objectif de s'occuper de ce sujet qui pour vous doit être géré par des gens dont c'est leur compétence. Si il va y avoir en fait, il y a une volonté de créer un statut de l'imam. C'est-à-dire que l'imam aujourd'hui en France, il n'est pas protégé. Il est systématiquement attaqué. Oui, ça on est d'accord. Oui. Non mais on les attaque. Alors il faut dire quand même, il faut remettre les choses à leur place. Les imams, très souvent, ils sont bénévoles.
Ils règlent des problèmes familiaux des gens. Ils sont là sur leur temps, à devoir être disponibles de 8h du matin jusqu'à des fois 23h et plus pendant les horaires d'été. Ils donnent de leur temps, ils donnent de leur vie. Et on les médiatise que quand on a envie de les problématiser. Ouais. Je suis désolée, mais à un moment donné, il faut reconnaître leurs compétences, reconnaître leur travail de terrain. Il faut leur créer un statut pour qu'ils soient protégés. Aujourd'hui, ils sont pas tous salariés. Il y en a très peu qui sont salariés. Ils sont dans un statut précaire. Et dès qu'il y a un problème, c'est eux qu'on vient chercher. Je suis désolée, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Ça, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Il y a un gros problème au niveau du statut des imams, dans le sens où c'est vrai que la plupart n'ont pas de contrat de travail. Ils exercent une activité, on leur donne une responsabilité, mais derrière, en fait, ils font du bénévolat. Donc, il n'y a pas de statut juridique, il n'y a pas d'encadrement en ce qui concerne les imams aujourd'hui, et c'est très problématique parce que d'un côté, on souhaite contrôler et on souhaite encadrer. Mais en même temps, on leur donne pas le juste statut dont ils ont besoin pour pouvoir exercer leur travail, si on peut appeler ça un travail, convenablement. Donc c'est vrai que c'est très problématique là au niveau des imams. Ils font comme tu disais, hein, ils travaillent du matin, enfin généralement ils arrivent très tôt le matin et repartent très tard le soir, et il n'y a pas de salaire derrière. Donc juridiquement ça pose un problème. Par contre, moi j'aurais une question, parce que alors c'est peut-être un peu naïf de ma part, je suis peut-être un petit peu une profane aussi en ce qui concerne ce sujet, mais j'ai beaucoup entendu le mot plateforme, et si tu devais résumer en fait cette plateforme en quelques mots pour que les auditeurs et les personnes comme moi puissent comprendre exactement en quoi consiste cette plateforme, comment tu la définirais? Parce que vraiment pour essayer de cerner un petit peu le... Alors, pour moi, le premier mot, c'est la collaboration. On doit pouvoir collaborer tous ensemble pour faire émerger un projet le plus positif possible et qui puisse satisfaire le plus grand nombre. Et ensuite, la participation, mais après c'est sensiblement la même chose. Et ce qu'on veut vraiment, c'est que personne ne soit laissé sur le côté. Alors moi, ce que je retiens, chère Faiza, de ce que j'ai entendu, c'est que là, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de cette plateforme Internet, effectivement, qui permet de regrouper les associations et les mosquées, de créer en réalité un maillage national. Mais cette plateforme, en réalité, c'est qu'un outil. Ah oui, absolument. Voilà. Alors, derrière tout ça, en tout cas sur les premières propositions qui émanent, et ça je tiens vraiment à insister là-dessus, des musulmans qui ont répondu à la consultation, que ce soit les 24 000 sur Internet ou les 2500 sur le terrain, c'est concrètement cette action. Donc la première action phare évidemment dont on parle, parce que très rapidement elle va pouvoir être concrétisée, c'est déjà le cas en réalité, c'est la création de cette plateforme indépendante. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place, donc peut-être nous parler des feuilles de route, de la structuration du local au national, la plateforme Les Musulmans. Oui, c'est comme tout à l'heure, elle a parlé de groupes de travail qui avait des groupes de travail, donc peut-être quel genre de groupe de travail nous présenter, Faiza, les 7 premières actions et comment nous, citoyens, responsables associatifs, même militants politiques, parce que moi je pense que les militants politiques ont leur pierre à apporter, donc c'est pas pour ça qu'on va créer un parti politique. Comment est-ce que justement on peut aider justement à organiser ou réorganiser cet islam en France, comme tu dis? Les questions d'Anan sont beaucoup mieux celles d'Ardisson, hein, Faiza, je suis d'accord. Joker. Elle ne se mouille pas, bravo. Je ne me mouille pas là-dessus. Ouais. En plus, il a été sympa avec moi, donc ça va. Un peu moins avec Nafissatou. Oui. Absatou, pardon. Absatou, oui. Oui, c'est vrai. Autant pour moi. C'est vrai. Ouais. Bon, bref. Parenthèse autre enfermée. Sujet, voilà. Alors écoutez, la plateforme, et je veux revenir vraiment là-dessus, c'est que là pour l'instant, la seule chose qui est pour vous visible et palpable, c'est la plateforme Internet. Mais sauf que la plateforme, elle n'est pas que Internet. Là, c'est notre site, lesmusulmans.fr, c'est l'outil du groupe de travail qui s'occupe de communication intracommunautaire. C'est notre outil pour que vous puissiez nous contacter, mais ça va rester un outil. C'est pas notre travail. C'est pas le but de la consultation. Non, le but de la consultation, c'est pas de faire émerger un site internet et on vous dit voilà, merci, au revoir, on a fait ça, on a fait notre job. Non. Là aujourd'hui, ce site internet, on va s'en servir pour
collecter les idées, collecter vos propositions, collecter des analyses pour pouvoir les lire, pour pouvoir essayer de les restituer le plus correctement possible et pour pouvoir faire émerger, je prends l'exemple par exemple, tout à l'heure vous avez abordé la question des imams, s'il y a des personnes qui se sentent compétentes là-dessus pour établir un diagnostic, pour nous envoyer des suggestions, nous on va prendre en compte tout ça pour ensuite justement réussir à avoir un fonctionnement pérenne sur le long terme et qui puisse régler ce problème du statut des imams par exemple. Alors peut-être un exemple concret, cher Christophe, cher Faiza et Besma. On a eu un interlocuteur hier qui était président d'une association du Loiret, je crois, oui. En tout cas une fédération qui regroupe plusieurs mosquées, et il expliquait qu'en réalité quand lui a dû ouvrir la mosquée dont il dépend, ça a été très difficile. Donc l'objectif aussi de ce site internet, c'est de regrouper un certain nombre de contacts et d'informations. Donc par exemple, demain, après-demain, il se trouve que en bas de mon quartier, j'ai une salle de prière que je souhaite faire évoluer. Parce que j'ai un terrain à côté, je ne sais pas comment aller négocier avec les mairies, je ne sais pas comment aller chercher une autorisation de construction, enfin je ne sais pas beaucoup de choses. Donc l'objectif c'est vraiment de mutualiser les compétences et d'aller chercher ce qui a déjà été fait avant. De mettre en place une sorte de réseau. Voilà, de mettre en place un réseau. Donc ça, c'est peut-être une des actions. Moi, ce que j'ai retenu parmi les 7 actions menées par et pour les musulmans, donc on peut retrouver, chers auditeurs et auditrices, sur le site lesmusulmans.fr, c'est qu'effectivement, on réfléchit à travailler sur une structuration du local au national. Aujourd'hui, on part d'abord du local d'ailleurs pour faire un exemple concret pour ensuite l'élaborer ou le prolonger au niveau national. Mais d'abord, tout se passe au niveau local. Les consultations, elles ont principalement sur le terrain été menées au niveau local. Les prospections pour faire adhérer les structures, elles ont été menées au niveau local. Ouais. Et je pense que les idées, elles doivent aussi émerger des petites structures. Par exemple, je vais vous prendre à titre d'exemple, quand il y avait une question dans la consultation qui concernait qui est-ce qui pour vous donne une bonne image de l'islam en France. Eh ben, vous seriez étonné de voir le nombre de personnes qui ont mentionné l'imam du coin, l'imam de leur mosquée. Ils n'ont pas forcément tous. Il y a eu des personnalités. Pour l'anecdote, il y en a qui ont cité Karim Benzema ou N'Golo Kanté, et ils ont eu des gros scores en plus. Ah ouais. N'Golo Kanté. Oui, après c'est justifié. Ça ferait un bon ambassadeur. Hein, oui, voilà. Mais bon, je pense qu'il a d'autres chats à fouetter. Oui. Voilà. Mais vraiment le local, la petite structure, la petite association, la petite mosquée de quartier est très important. Est très importante. Oui. On peut parler aussi de ça, c'est très important, il y a un sujet qui est aussi concerne tous les auditrices et auditeurs. Beaucoup font le choix d'emmener leurs enfants pour prendre des cours d'arabe, que ce soit dans les mosquées, des écoles ou bientôt la possibilité de le faire à l'école au sein de l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a aussi la volonté ou l'idée d'uniformiser, j'allais dire, l'apprentissage de la langue arabe, voilà, pour éviter quelques problématiques qu'on a pu connaître dans le passé? Alors c'est pas tout, il n'y a pas juste cette volonté d'uniformiser l'apprentissage de l'arabe. Moi, le fait que ça puisse être enseigné à l'école, déjà c'est déjà le cas, donc je comprends même pas pourquoi cette polémique est aujourd'hui. Oui, enfin ça l'était, mais ça, voilà, il y a une volonté en tout cas de le remettre sur la table. Oui. Oui, bien sûr, il y a une volonté de le remettre sur la table aujourd'hui parce que ça a été mentionné dans le rapport sur l'islamisme de Hakim El-Karoui. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Est-ce que ce rapport d'ailleurs vous donne quelques idées pour votre consultation? Et il me donne surtout l'idée de ce qu'il faut pas faire, je pense. Donc ça, il a été plus sympa avec vous, je trouve, lorsque je l'ai interrogé sur l'initiative. Je sais pas s'il a été sympa avec vous à mon sujet, mais moi quand j'apparais dans son tableau comme étant identifié parmi les comptes, effectivement vous apparaissez, Faiza, les comptes Twitter islamistes les plus influents. C'est pas une insulte, nous a-t-il dit, d'être islamiste. Excusez-moi, moi je l'ai pris comme une insulte. Oui. Non mais voilà, il vous a effectivement cité, comme il a cité Siam Asbag et bien d'autres. Non mais surtout que c'est faux. Voilà, il faut le redire, c'est faux quand il a fait des liens, que ce soit sur Faiza Ben Mohamed, sur Siam Asbag, sur
sur Marwan Mohamed. Il les a mis en lien avec des prédicateurs d'Arabie Saoudite, alors qu'ils ont absolument aucun lien avec eux, et que aucun tweet de ce prédicateur, que je connais pas, donc je sais pas est-ce qu'il est bien ou pas bien, mais en tout cas aucun tweet n'a été relayé, et d'ailleurs beaucoup s'en sont offusqués sur les réseaux. Vous accepteriez de débattre avec lui, Faiza ? Oui, carrément. Oui, ouais. Carrément. Bon, on va organiser ça alors. Je pense qu'il faut. C'est important le débat, non ? Il faut pouvoir. Oui, carrément. Je pense qu'il faut pouvoir confronter les idées, et à un moment donné, il faut aussi lui expliquer pourquoi on considère qu'il est complètement à côté de la plaque. Oui. Quand dans son rapport, il est mentionné que on est islamiste sur la base du port du voile et de la nourriture halal. Ça, c'est écrit dans son livre, page 49. Je suis désolée, mais je pense que il fait carrément fausse route. Alors si aujourd'hui il est présenté comme étant l'homme qui murmure à l'oreille d'Emmanuel Macron sur la question de l'islam en France, le président de la République serait très mal inspiré de prendre en compte ces propositions. Est-ce que l'initiative de cette consultation a pour ambition, peut-être cachée encore aujourd'hui, d'être les leaders en matière de tout ce qui est organisation de l'islam en France, et peut-être aussi une organe avec laquelle il va falloir compter et discuter demain? Alors, un organe avec lequel il va falloir compter et discuter, oui. C'est incontestable. Oui. On n'est pas en train de faire ça pour travailler dans notre coin et que parallèlement il y ait des décisions à grande échelle qui soient prises. Mais c'est bien que ça soit dit. Voilà. Non, clairement, nous on n'est pas contre le dialogue avec l'État. Au contraire, il faut avoir un dialogue avec l'État. Est-ce que l'État est légitime, Faiza, sur les questions d'accompagnement ou d'organisation de l'islam en France? Je pense que ça c'est une question qui est importante. On a souvent tendance à confronter en réalité l'intérêt de l'État avec l'intérêt des musulmans. Alors, aujourd'hui, le fait que Macron il ait mis le sujet sur la table, est-ce qu'il est en légitimité de le faire? Je crois pas que ce soit son rôle de mettre le sujet sur la table. Je crois pas que c'est le rôle de l'État d'organiser le culte musulman. Ça ne l'est pas d'ailleurs. La République ne reconnaît, il ne subventionne aucun culte. Elle ne reconnaît aucun culte. Il n'a pas aujourd'hui Emmanuel Macron à s'ingérer dans les affaires du culte musulman. Il doit accompagner et garantir la liberté de culte. C'est tout. Oui. Donc aujourd'hui, ces assises territoriales, pour vous, elles sont illégitimes? Alors elles sont illégitimes, elles ont surtout été menées de manière complètement déséquilibrée. Il y a certains départements, pour citer le mien, qui est les Alpes-Maritimes, la consultation qui a été menée en préfecture sous forme d'assises territoriales a duré 2 heures. Donc je ne sais pas si vous considérez que c'est suffisant qu'un tel chantier soit balayé en 2 heures sur la base d'une liste de participants faite par le représentant de l'État, c'est-à-dire que toutes les communautés musulmanes ne sont pas conviées, toutes les associations musulmanes ne sont pas conviées, toutes les mosquées ne sont pas conviées. Vous n'avez pas répondu à ma question, Faiza, pardon, concernant la question que je vous posais, si vous entrevoyez ou peut-être espérez devenir donc un organe avec qui discuter, ça vous m'avez répondu, mais sur le fait de devenir un leader, j'allais dire, de cette communauté par la force des choses, dans le sens où vous êtes rejoint et beaucoup de gens adhèrent à cette initiative, à cette idée. Par la force des choses, vous deviendrez leader dans cette communauté pour un certain nombre de sujets. Est-ce qu'on prend pour acte donc aujourd'hui qu'effectivement il y a cette ambition aussi? Alors c'est un terme que j'aime pas beaucoup. On n'a pas vocation à vouloir à prétendre à un quelconque leadership sur la. Enfin, je veux dire, c'est pas un commerce, c'est pas un marché. L'islam en France, c'est une cause. Et là où il faut vraiment qu'on soit clair là-dessus, on n'est pas en train de se construire contre un quelconque projet. Je vois bien là où vous voulez en venir. Je vois de nulle part, moi je pose des questions, simplement. Non, mais sur cette question-là, il y a aujourd'hui un CFCM, la mosquée de Paris. Oui, un CFCM créé en 2003 qui est mort-né, enfin on peut le dire clairement aujourd'hui. Qui est mort-né, mais en fait, si vous voulez, c'est que le problème, c'est qu'il a été créé de manière illégitime. Donc du coup, il y a comme une espèce de défiance sur cette structure. Il pourrait y avoir les meilleures personnes à l'intérieur, elles souffriraient du même problème. C'est la légitimité qui est manquante. Et pourtant, sur certains sujets importants, notamment concernant la fixation du ramadan, on fait confiance au CFCM. Pour tout le reste, non. Moi, c'est pas que je fais pas confiance au CFCM, c'est que je pense qu'il règle pas tout, qu'il souffre d'un manque de légitimité, qu'il ne concerte pas suffisamment les bases et que aujourd'hui les musulmans en ont marre qu'on prenne des décisions pour eux. Je veux dire, on n'est pas dans une mise sous tutelle. Il y a 3 solutions. Hier, Marwan Mohamed a évoqué les 3 solutions.
La première, c'était de rester sur un statu quo pendant encore 15 ans, comme on vient de le faire avec le CFCM, en considérant que tout va bien. Ouais, ça c'est pas viable. C'est pas viable et c'est mort dans l'œuf, quoi. La deuxième solution, c'est de laisser l'État gérer et réorganiser le culte musulman avec Monsieur El-Karoui et ses propositions aussi bouseuses que vaseuses, et considérer que nous sommes encore une espèce de communauté colonisée qui a besoin d'être gérée par l'État. Ça aussi, c'est pas viable, c'est pas tenable, et surtout, c'est contraire au principe de laïcité. Très bien. Alors Faiza Ben Mohamed qui est avec nous pour nous parler de cette consultation des musulmans. Cher Faiza, dans un instant, on va voir si les auditeurs ont bien compris et ils vont pouvoir te poser leurs questions, ou peut-être s'ils n'ont pas saisi ou compris quelque chose, quelques sujets, eh bien peut-être l'occasion leur est donnée. Ils nous appellent maintenant pour les quelques minutes qui nous restent au 01 40 33 9000, mais de toute façon, vous serez, quoi qu'il en soit, amené pour parler de cela ou autre chose, s'il fallait finalement une raison pour que vous veniez. Vous êtes la bienvenue, cher Faiza. Dans un instant, sur France Maghreb 2, donc les dernières minutes avec les auditeurs, 01 40 33 9000. Nous parlons avec Faiza Ben Mohamed depuis 17h dans l'entretien du LGF en ce lundi. De cette consultation dont les résultats ont été connus hier à l'Institut du Monde Arabe. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Il nous reste quelques minutes en compagnie de Faiza Ben Mohamed, accompagné aujourd'hui de Hanan Zawani et de Besma Maghrebi. Avant peut-être de conclure, ma chère Faiza, les auditeurs nous appellent et ont des questions à poser à l'image de Kamel. Je vais demander aux auditeurs, s'il vous plaît, d'être très court dans votre questionnement. Kamel, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à ces dames et ainsi qu'aux auditeurs et auditrices. Moi, j'ai deux questions. La première question, c'est de savoir si ce collectif avait pris connaissance de ce qui a été organisé il y a un peu plus d'un an maintenant par le collectif des citoyens musulmans pour la paix, notamment au travers d'une consultation. Monsieur Marouane avait été informé de cette consultation qui avait lieu, et avec des résultats qui n'ont pas pu être donnés pour la simple et bonne raison, c'est qu'il fallait qu'effectivement il y ait un comité et de rendre officiel avec des huissiers, etc., etc. Ça, c'est très important. Ensuite, et c'est bien dommage qu'il n'y ait pas eu ce genre de rencontre, parce que les divisions ne profitent à personne. Ensuite, cette manière de mettre tu prêches ta paroisse, Kamel, pardon de te le dire, CFCM me semble un peu participer à cette division. Qu'en est-il? Est-ce qu'il serait pas plus intéressant, et je termine là-dessus, Christophe, est-ce qu'il serait pas plus intéressant que les volontés, puisque le CFCM existe, de ne pas les rejoindre et changer peut-être un certain nombre de choses à l'intérieur, ce qui me semble être le supplément d'âme à amener au sein de notre communauté pour une union précise. Merci Kamel. Alors pour cette consultation dont parle Kamel, Faiza, t'en as entendu parler? Pas du tout. Du coup, je vais peut-être pas parler d'un sujet que je connais pas. Les gars. Je sais pas du tout. Honnêtement, j'en ai jamais entendu parler. Du coup, ça veut pas dire que les autres membres n'en ont pas entendu parler, mais du coup, je peux pas du tout me prononcer sur ça. D'accord. Et sur la deuxième question, dont j'ai pas bien compris le sens, mais bon, peut-être que t'as compris, toi? En fait, je voudrais juste dire une chose. Le CFCM, ses membres ont été invités hier à notre plateforme. Ils sont venus? Je les ai pas vus, mais je sais pas s'ils étaient là ou pas. Je les ai pas vus. D'accord. Hanan, je sais pas si tu les as vus, toi. Alors, moi, je me souviens d'une intervention où effectivement, on a parlé du CFCM, où il a été dit effectivement que vous les avez approchés avant la consultation, pendant la consultation, après la consultation et même la semaine dernière, et que ce qui a été dit en réalité, c'est que cette plateforme, et en tout cas cette action, voilà, plutôt que cette plateforme, lesmusulmans.fr et ce collectif des musulmans n'est pas là pour mettre de côté le CFCM ou l'ex-UOIF ou quoi ou qu'est-ce. On n'est pas dans une concurrence malsaine qui voudrait écraser une quelconque instance pour nous porter en haut, quand soit non, c'est bien c'est clair. plutôt de rassembler et de travailler ensemble. C'est ça. C'est pour ça qu'ils ont été approchés, et que quand on rejette l'institution CFCM, on rejette pas les personnes. C'est-à-dire que on pourrait encore se réunir avec les membres du CFCM pour réussir à travailler ensemble. Avec le président, à Maître Grasse. Moi, je pense qu'ils ont tout intérêt à se rapprocher effectivement de cette nouvelle institution. On ne sait pas trop comment. C'est un mouvement, c'est quoi? Ce mouvement peut-être, oui. C'est un mouvement, c'est. Ouais. En tout cas, elle a été décrite un peu pour ça que je posais la question moi tout à l'heure comme un mouvement, voilà.
comme un mouvement. Alors j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Voilà, c'est que le CFCM et d'autres ont tout intérêt à se rapprocher de ce mouvement, entre guillemets, le temps qu'on lui trouve un nom ou plateforme, comme le précise Faiza, parce que au sein des actions, on parlait tout à l'heure de formation des imams, donc il y a la formation théologique. Ça, on a bien compris que c'est pas le rôle de ce mouvement, mais par contre il y a des formations en communication, en gestion de projet, les difficultés de terrain. Donc oui, s'il y a déjà une instance qui est créée et qui a pour volonté d'aller dans ce sens-là, évidemment que moi en tout cas je pense, et j'invite le CFCM et j'invite toutes les fédérations musulmanes à se rapprocher effectivement de ce mouvement pour améliorer leur gestion, leur communication, mieux appréhender les difficultés de terrain. Il se trouve qu'aujourd'hui, et c'est factuel, c'est pas pour dénigrer le CFCM ou l'UOIF, c'est qu'en très peu de temps, en 6 mois, Christophe, quand même, on a réussi à mettre en place, donc à mutualiser déjà des compétences. Donc il y a un groupe de travail, 48 coordinateurs entre autres, qui sont déjà là et qui ont déjà travaillé, qui ont réussi à fédérer déjà 24 000 personnes pour répondre à la consultation. Donc moi, pour ma part, je pense qu'ils ont tout intérêt à rejoindre ce mouvement-là. Alors, peut-être un dernier mot, je crois qu'il y a eu un appel aux dons à lancer, non? C'est ça? Oui, en fait, il y a un système d'adhésion sur notre site, alors je le rappelle encore, lesmusulmans.fr. Lesmusulmans.fr. Oui, lesmusulmans.fr. D'accord. Il y a une possibilité de faire des dons, une possibilité de devenir membre actif, une possibilité de mensualiser la donation, d'être membre bienfaiteur, voilà. Donc j'invite tout le monde à se rendre sur notre site, il y a toutes les bonnes volontés. Mais donc du coup, quel est le statut juridique exactement? Ça, c'est l'avocate qui parle. Hein. Ouais, c'est l'avocate qui parle. Oui, parce que s'il y a des appels aux dons, c'est qu'il y a un statut juridique derrière. Donc pour comprendre, parce que si on ne sait pas si vous êtes une plateforme, une structure, un groupement, enfin, c'est important, je pense, d'expliquer aux personnes qui pourraient être amenées à faire des dons, de savoir à qui ils envoient leur argent. Exact. Association Les Musulmans. Donc c'est une association. Juridiquement, ça a été déclaré comme tel. Donc juridiquement, c'est une association. C'est très bien qu'il y ait un statut. Ah bah oui, c'est surtout, obligé. Non mais c'est surtout que ça répond à la question que je me pose depuis tout à l'heure, qui est de savoir à quoi ça, enfin, qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites exactement. Enfin, je trouvais que c'était assez flou. Outre le fait qu'il y ait une consultation où vous posez des questions, il y a 27 000 participants qui ont répondu, donc ça c'est très bien. Mais vu que vous avez 7 actions, il y a 7 objectifs qui sont visés à la fin de la consultation. Et là, il y a un appel aux dons, donc je trouvais que c'était quand même extrêmement important de savoir quel était votre statut juridique, qui vous êtes exactement juridiquement. Donc le fait de savoir que vous êtes une association, bah ça signifie qu'il y a tout le régime juridique de l'association qui va en découler, et ça explique un petit peu mieux, et on comprend peut-être un petit peu mieux les actions qui vont être menées par la suite. Alors, par exemple, vous cherchez une avocate, hein, voilà, allez là. Ouais. Une des possibilités qui est offerte aux auditeurs, auditrices et à toutes les personnes qui effectivement souhaitent avancer dans le sens de la mutualisation des compétences. Ce matin, par exemple, je le dis très clairement, j'ai adhéré effectivement au mouvement et j'ai payé 60 €. Non, j'ai adhéré au mouvement et j'ai payé 5 € par mois. Donc ça, c'est une des possibilités qui est offerte pour des étudiants, pour des sans-emploi, pour des retraités. Ça peut aller aussi, on a un paiement effectivement qui est aussi à 20 € par mois, et puis des dons libres. C'est ça, Faiza, ça l'a bien résumé. Elle a très bien résumé. Vous pourriez la prendre comme commerciale, hein, pour le coup. Hein, on va la prendre. Hein, pour les vendre. Hein, Faiza, merci beaucoup, en tout cas, d'être venue, et j'espère te revoir très vite ici sur France Maghreb 2. Voire même plus, et au-delà de la consultation des musulmans. Voilà, je te lance l'appel concrètement et en direct. Avec plaisir. Cher Faiza, j'ai juste une petite question à titre personnel. Pardon de te la poser. Non, n'aie pas peur. Ce n'est pas un secret que de dire que tu es un proche de Nabil Nasri, qui a pris dans les premiers lieux, en tout cas, de l'affaire Ramadan, sa défense, puis plus rien. Et toi, à ton niveau, quel est ton avis sur cette affaire Tariq Ramadan ? Alors, mon avis sur Tariq Ramadan, je vais essayer d'être la plus claire possible pour qu'on puisse ne rien déformer de ce que je vais dire. Je considère aujourd'hui que Tariq Ramadan est innocent.
Il est innocent, il est présumé innocent aux yeux de la loi. Quand j'ai eu accès à un certain nombre d'éléments de ce dossier, un certain nombre, je dis pas que j'ai eu accès au dossier complet, j'ai des éléments qui me permettent de dire qu'aujourd'hui il y a eu des mensonges, au pire des mensonges, au mieux des contradictions dans les versions des plaignantes. Aujourd'hui pour moi, Tariq Ramadan est innocent. Et ce que je dénonce... Présumé innocent. Est présumé innocent. Oui. Ce que je dénonce et ce que je continuerai de dénoncer, mais alors ça, sans flancher là-dessus, c'est le traitement médiatique et politique qui lui a été réservé et qui relève de l'acharnement. Est-ce qu'il a été lâché par la communauté d'après toi? Moi j'ai pas l'impression, mais après... Beaucoup se sont exprimés au début de l'affaire, à l'image Oui. de la personne dont je t'ai cité tout à l'heure, Nabil Nasri, et Bien tous sûr. ces gens-là sont restés maintenant, ne parlent plus, sont extrêmement silencieux, et pourtant, j'allais dire, c'est plus criant aujourd'hui, l'injustice que vit Tariq Ramadan en matière de la présomption d'innocence, qui est absolument pas respectée et bafouée, qu'au début, parce qu'au début on était dans le questionnement, en se disant mais pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait, machin. Maintenant qu'on a un peu plus d'éléments et j'allais dire, qu'on y voit un peu plus clair, ces personnes-là qui ont pris la parole au début ne s'expriment plus. Ne s'expriment plus. Je vais te dire, te donner une anecdote toute simple. Je me suis beaucoup exprimée sur cette question, notamment sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup défendu la présomption d'innocence pour son cas en particulier parce que j'estime qu'on s'est acharné sur lui médiatiquement. Mais je me suis pas exprimée sur les dernières semaines et hier et avant-hier, j'ai reçu quelques messages qui me disaient ouais, toi aussi tu lâches, toi aussi tu parles plus de Tariq Ramadan. Moi j'ai lâché personne, je vais pas venir en parler tous les jours. Alors peut-être que Nabil et Nasri n'en parlent plus parce que il y a plus d'opportunités. Je veux dire quand une fois que vous avez donné votre avis une fois, pourquoi vous allez venir marteler tous les jours, relâchez-le, faites ci, faites ça. Ils lui ont apporté son soutien. Voilà, le soutien est acté. Et en même temps, est-ce que c'est lui rendre service à Tariq Ramadan d'en parler autant dans les médias? Exactement. Là, je suis complètement d'accord avec ça. C'est que moi, je crois pas qu'il faille nous-mêmes qu'on médiatise alors qu'on dénonce la médiatisation. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est que là, le dossier est entre les mains de la justice et que très souvent, la justice n'aime pas qu'on se mêle de son travail. Donc, quand on va commencer à critiquer le travail de la justice, c'est indirectement lui porter préjudice. Donc, parfois, le silence est d'or. Oui, mais bon, il y a toujours une place à prendre. Donc ça peut. Oh, mais non. Non, mais vous dites non, mais peut-être avec votre naïveté. Moi, je vous dis qu'il y a une place à prendre et il y a des appétits aiguisés. Non, parce que Tariq Ramadan, déjà, il avait pas c'est pas une place, c'est un intellectuel. Non, mais c'est un leader. Oui, Tariq Ramadan, c'était un leader. Évidemment, mais peut-être que ça l'est toujours en plus. Donc ça, on n'en sait rien. Oui, d'après son frère, oui. Même libre et même sans cette affaire, de toute façon, quand il y a une place, elle est toujours à prendre. Il y aura toujours de la concurrence, il y aura toujours des combats, il y aura toujours. Oui. Ça, c'est. Mais si votre question, elle sous-entend qu'il y aurait au sein de la plateforme Les Musulmans des volontés de prendre la place de Tariq Ramadan. Pas du tout, alors rien à voir. Non, absolument pas. J'ai tenu vraiment à te poser la question, Faiza, pour justement que tu puisses t'exprimer une bonne fois pour toutes là-dessus et qu'on puisse refermer la parenthèse. Mais on est tous d'accord, je pense, autour de cette table, quoi que l'on pense de Tariq Ramadan, c'était pas là le sujet, que la présomption d'innocence n'est absolument pas respectée dans cette affaire et qu'il subit un véritable acharnement. Certaines personnes n'hésitant pas d'ailleurs à dire qu'il s'agit d'une affaire d'État. Voilà, ceci, la parenthèse est refermée. Merci Faiza en tout cas d'avoir joué le jeu, de répondre à nos questions en toute franchise et transparence. On sera amené à suivre ça de très près. Et je compte sur une bonne partie des chroniqueurs à l'image d'Anan pour suivre ce qui va se passer au niveau de cette consultation. On vous réinvitera si toutefois nous avons des questions qui restent sans réponse. Et comme je te le disais tout à l'heure, Faiza, tu es la bienvenue quand tu veux, ma chère Faiza, dans cette émission. Donc on invite les auditeurs et auditrices donc de nouveau à aller sur lesmusulmans.fr à se faire sa propre idée. Voilà, sa propre idée déjà via le live d'hier, mais surtout s'il y a une volonté d'avancer en commun, ça fait des années, pour ne pas dire des dizaines d'années qu'on attend ça. Vous avez des compétences, allez sur le site internet et manifestez-vous tout simplement. Cher maître Maghrebi, merci beaucoup d'être venu. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir. Tu n'as pas besoin d'invitation, t'es chez toi ici. Elle est à la maison. T'es à la maison, Besma, voyons. N'attends pas quand même longtemps avant de revenir, ça serait bien que tu reviennes. Oui, mais oui. Bon, très bien. Oui, Hanan, il y a un match merci. important dans pas longtemps.
Ah oui, il y a pas. Oui, ça, on va laisser ça en antenne parce que là, ça va partir en live sinon. Merci beaucoup Hanan, merci Besma et encore merci Faiza. Très bonne semaine à tous. Et à très vite. Excellente semaine. Merci Faiza. Restez bien à l'écoute de votre radio dans un instant. Nabil, ça va changer de registre. On va parler musique avec lui. Pour l'heure, très en retard. Pardon pour le retard, mais voilà, on avait beaucoup de choses à dire en tout cas dans cette émission. 18h05. Le rappel de l'actualité avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. La mort de Charles Aznavour, près de 80 ans de carrière, des concerts dans 110 pays, des chansons en 8 langues. Le chanteur âgé de 94 ans est mort cette nuit à son domicile dans les Alpilles. Il était l'un des artistes français les plus populaires, interprète inoubliable de la bohème, la Mama. Sa carrière avait décollé en 1958 avec Je me voyais déjà. Parallèlement, il avait joué dans 80 films et téléfilms en tant qu'acteur. Et puis France Télévisions bouscule ses programmes pour rendre hommage à Charles Aznavour. Un documentaire revenant sur la carrière de la légende de la chanson sera diffusé ce soir à 21h sur France 2, suivi d'un épisode de Taratata spécial Aznavour. Dans l'actualité également, la fin des cotisations chômage entre en vigueur aujourd'hui, ce qui devrait se traduire par une augmentation de votre salaire net sur votre fiche de paye. Notez également que les allocations de frais de garde pour les familles monoparentales sont revalorisées à partir d'aujourd'hui à hauteur de 30%. En Indonésie, Jakarta va accepter l'aide internationale après le séisme sur l'île de Célèbes. Le dernier bilan est toujours de 844 morts et 48 000 déplacés, mais il pourrait continuer à grimper. Selon l'ONU, 191 000 personnes ont besoin d'aide humanitaire d'urgence après le séisme et le tsunami. Les 3 Français qui étaient recherchés sur place ont été retrouvés sains et saufs. Ils faisaient partie des 71 étrangers répertoriés dans la ville de Palu. Le prix Nobel de médecine a été décerné à un Américain et un Japonais aujourd'hui pour leurs travaux sur le traitement du cancer. Et par ailleurs, Jean-Claude Arnault, un Français marié à une académicienne suédoise, a été condamné à 2 ans de prison pour viol. À cause de cette affaire, qui a fait grand bruit en Suède, le prix Nobel de littérature ne sera pas remis cette année, une première en 70 ans. Et puis après des incidents survenus hier lors du derby entre Montpellier et Nîmes, la LFP annonce que Montpellier jouera ses matchs à huis clos partiels. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.